Alors d'abord, le paquet hygiène, c'est des exigences très essentielles qui se basent sur l'analyse de risque, ça a été déjà dit, qui porte donc sur des exigences de résultats avec très peu d'indications, d'obligations de moyens. Et en plus, ça s'applique de l'abattoir à, je sais pas moi, à la boîte d'embouteillage Panzani des plats cuisinés, jusqu'au restaurant, avec finalement tous les modes de consommation qu'on a aujourd'hui, donc c'est quand même très large. Alors vous imaginez, si on dit au restaurateur du coin favori, tu as fait ton étude HACCP, si on prononce en anglais, je crois que c'est encore pire. Et donc effectivement, le vademecum, c'est déjà un point de détail, parce que quand on regarde les guides de bonne pratique, la chaîne du froid, on dit qu'il faut qu'elle soit maîtrisée, mais on ne rentre pas vraiment dans le détail. Donc j'avais déjà fait cette analyse dans le passé à bien des égards. Et donc, lorsque le sémaphore est intervenu dans le cadre des travaux de la norme NF 01-015 de l'AFNOR, effectivement, le contexte était un peu politiquement basé sur ce que j'appellerais quand même un certain retard de la France, puisque effectivement les contrôles officiels au niveau de la Belgique, au niveau de pas mal de pays, en Angleterre étaient déjà bien instaurés, et la mise en transparence posait... Ah bah zut alors posait un certain nombre de questions, et pas mal de syndicats professionnels d'ailleurs étaient un petit peu opposés au smiley, en disant en principe l'hygiène alimentaire elle doit être bonne, et il n'y a pas de raison d'accepter qu'il y ait un smiley qui fait la tronche, voilà. Donc la transparence avait des limites. Alors effectivement les contrôles sont réalisés par les DDPP, hein. Donc c'est le ministère en charge de l'agriculture, le service de Fanny Molin qui travaille sur les textes d'application de la transparence. Ils sont, paraît-il, en discussion au Conseil d'État en ce moment. Selon un vademecum d'inspection, ça a déjà été dit. Alors, il faut dire qu'il y a eu une expérimentation de ce vademecum sur deux régions, Paris et Avignon. Et donc sur le site internet, vous avez accès à la liste de ces restaurants. Alors l'affichage est maintenu pendant 3 mois. Et vous pouvez voir que globalement, les résultats sont quand même pas très fameux aussi. Et qu'on a plutôt des gens avec un niveau assez bien, hein, plutôt que des gens excellents en termes d'hygiène. Alors pour un pays qui rayonne la gastronomie, c'est pas forcément très bon. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil sur vos restaurants favoris, vous apprendrez des tas de choses. J'ai appris par exemple, moi qui habite le 13e, que les Chinois sont très bons en hygiène alimentaire, que si vous allez dans les quartiers huppés de Paris, les meilleurs restaurants sont plutôt acceptables, ce qui est plutôt pas mal, mais pas forcément très réconfortant, hein. Alors, pour revenir à... Alors là, vous avez cette carte avec l'ensemble des maisons, avec le niveau accessible. Alors, il faut faire quand même la démarche de flasher le flash code qui se trouve ici, donc c'est quand même pas immédiat, hein, quand on se balade dans la rue. Il faut déjà être curieux. Alors la norme est parue effectivement il y a quelques semaines. Alors elle s'applique à la restauration commerciale, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique pas aux cantines scolaires par exemple, hein, elle ne s'applique pas à ce qu'on appelle la restauration collective, mais la restauration commerciale est relativement vaste, hein, puisque ça correspond au restaurant, au club de vacances, la restauration ferroviaire, fluviale et maritime, les établissements de cure thermale, c'est pas forcément là où on mange le mieux a priori, mais et puis les fermes auberges. Donc il s'agit d'une base volontaire, c'est-à-dire qu'effectivement, à la différence des contrôles officiels, il n'y aura pas d'obligation. Par contre, la prise en compte par un organisme d'inspection, par l'État, des vérifications d'un organisme indépendant sera un moyen, par exemple, d'améliorer une note qui pourrait être plutôt négative, et de redorer le blason du restaurant qui aurait eu un niveau insuffisant lors des contrôles officiels. Alors pour cela, il faudra que l'organisme d'inspection soit indépendant. L'indépendance est justifiée par l'accréditation par le COFRAC en tant qu'organisme d'accréditation sur la norme 17020, j'y reviendrai. Et puis, on verra dans les textes qui sont en train d'être discutés la manière justement
où l'autorité compétente dans le cadre de la réalisation des contrôles officiels pourra soit tenir compte de cette démarche volontaire dans l'espacement des contrôles, pourquoi pas, ou lors de la levée d'un certain nombre d'écarts. Alors la norme est évidemment en ligne avec le vademecum officiel. Elle est un petit peu différente. En termes de constitution, elle porte sur 12 items. Alors les aspects locaux, alors ce sont des considérations assez générales, hein. Il faut éviter de mettre un restaurant en plein milieu d'un toilette publique par exemple. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, tous ne sont pas très intéressants, mais j'ai mis en bleu ceux pour lesquels il y a délibérément une compétence froid qui intervient. Alors il y a les équipements et matériels de production, de conservation et d'entreposage. Donc là, la norme est relativement explicite sur les conditions de fonctionnement du matériel, sur le dégivrage, sur la conformité des engins de transport pour les livraisons à l'accord ATP. Je ne sais pas qui a pu dire ça en commission de normalisation, mais c'est dans la norme. Sur les exigences relatives à la traçabilité des températures. Je vous rappelle qu'un restaurant qui a une chambre froide supérieure à 10 mètres cubes est soumis au règlement 37-2005 pour les congelés. Donc, comme par hasard, c'est dans la norme. Je ne suis pas sûr que tous les restaurants soient en conformité avec ce point. Et pourtant, quand on a des gros scandales sanitaires, c'est arrivé dans certaines chaînes, disons, de sandwich d'origine américaine, eh bien, la problématique de prolifération bactérienne vient d'un problème de chaîne du froid, essentiellement, un problème d'hygiène soit, mais amplifié par un problème de chaîne du froid. Donc, équipement et matériel de production, conservation, entreposage, avec des vraies exigences. La gestion du petit matériel et de la vaisselle, hein, bon, ça c'est évident, si les assiettes sont déjà pas propres, ça marche pas bien. On a dedans quand même des exigences en termes de nettoyabilité, d'hygiène alimentaire. On verra après sur la présentation qu'on fera avec Ibrahim sur la marque NF Hygiène alimentaire, qui a des exigences constructives et puis ensuite des exigences de désinfection et de nettoyage du matériel. L'hygiène du personnel et des manipulations, hein, ça va de soi, mais d'une manière générale, ça relève des bonnes pratiques d'hygiène qui sont un peu générales dans tout le secteur. Le stockage et l'évacuation des déchets. Nous avons l'approvisionnement et le stockage pour lequel il y a aussi des exigences claires en termes de maîtrise de la chaîne du froid, enregistrement des températures. Les DLC sont très liés au respect des températures de conservation, mais dans un restaurant, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des restes communément. Comment fait-on pour conserver un plat cuisiné qui n'aurait pas été consommé le jour même? Est-ce qu'on le revend le lendemain? Dans quelles conditions, etc. Donc vous avez derrière ça à la fois de la traçabilité, mais aussi de la gestion des températures, pour le refroidissement des plats, pour la remise en chauffe, etc. Maîtrise des processus de manipulation, fabrication, conservation. De la même manière, est-ce que le restaurant qui fait sa mousse au chocolat maison peut l'envoyer comme ça en livraison avec les services qui sont nés de l'économie numérique de type Deliveroo ou autre? Oui. Bon, là, très clairement, il y a un impact sur l'hygiène, hein, notamment sur la manipulation des œufs, enfin, tout ce qui est frais, etc. La gestion des non-conformités, des invendus et des restes, j'en ai déjà parlé, mais très clairement, ça intègre les notions de chaîne du froid, la gestion de la traçabilité. Alors les nuisines et les animaux domestiques, c'est pas là où on est forcément les plus experts, mais on a su se rapprocher des vétérinaires pour avoir cette compétence, pour savoir ce qu'était un animal domestique, puisque un chien guide d'aveugle est considéré comme étant accepté dans un restaurant. Pas en cuisine. Mais pas en cuisine, voilà. Ce qui doit être horrible pour le chien. Et puis les modalités de livraison client et de vente à emporter, donc tout le maillon de livraison directe au public, hein, puisque de plus en plus le restaurant n'est pas forcément un lieu où on consomme, ça peut être aussi un lieu qui envoie les produits. Alors voilà quelques exemples de contenu de la norme, sur la désinfection, sur le choix des matériels de température.
Donc on n'a pas réussi à imposer que les thermomètres soient des thermomètres conformes à la métrologie égale pour des raisons économiques, mais par contre il y a un certain nombre d'exigences de vérification qui sont imposées. Le véhicule de livraison, ici les conteneurs frigorifiques et isothermes, la conformité à l'ATP pour les trajets supérieurs à 80 km ou lorsqu'il y a des ruptures de charge, ça doit rappeler des bons souvenirs aux collègues du SEMAFRA. Et puis, par contre, c'est pas dans la norme. comment? C'est pas dans la norme. J'ai pas compris. Celui qui était en haut à droite, c'était pas dans la norme. Ah oui, alors ça c'est pas dans la norme, mais ça c'est Hervé Vaillant qui me l'a envoyé pendant un groupe de normalisation et j'ai tellement ri que... voilà, donc vous avez l'exemple ici d'un restaurant japonais avec une petite bête là-haut. Mais bon, avec l'idée qu'on ne pourrait peut-être pas consommer des protéines très longtemps sans s'attaquer à la problématique des insectes. Je pense que c'est un sujet d'avenir. Il y a déjà un règlement. Voilà, et qu'il y a tout un pan dans ce secteur. Par contre, je ne sais pas quelle est la température de conservation des cafards pour qu'ils gardent leur qualité gustative. Voilà, donc le groupe SEMAFRA va créer donc une offre pour le technique d'inspection dans le cadre de cette norme NFB 01015. Donc avec un système de notation qui aboutit à un niveau. Alors la notation est automatique dans la norme. La norme inclut par rapport à un niveau de conformité une détermination d'une note. Il n'y a pas de caractère, est-ce que je lui mets comme à l'école 8 ou 9. C'est conforme ou ça ne l'est pas. C'est indiscutable et si c'est conforme, ça rapporte tant de points. Si ça ne l'est pas, eh bien ça n'en rapporte pas. Et in fine, cette note entre 0 et 9 doit aboutir donc à un marquage de qualité, un niveau de qualité dont aujourd'hui le vocable n'est pas tout à fait défini, mais s'alignera probablement sur les contrôles officiels, selon une marque qui sera peut-être aussi suggérée par les textes réglementaires, puisque la question se pose d'avoir peut-être une unification du label, donc tout ça c'est encore en suspens, mais nous sommes en plein dans la démarche. Voilà ce que je voulais présenter comme futur prochain dans nos développements. Il y a en France combien? 44 000 restaurants 44 000 restaurants, sans compter ceux qui apparaissent au mois de mai et disparaissent en septembre au bord des plages. Et donc derrière ça, il y a effectivement toute une culture aussi de l'hygiène, de la chaîne du froid à insuffler. Et effectivement, par rapport à ça, il y a de grosses attentes, je pense, aussi des professionnels dans ce secteur qui sont un petit peu perdus dans des réglementations un peu complexes au niveau général et qui ont parfois peur de voir arriver les inspecteurs de la DDPP. Donc je pense que par rapport à ça, on a un secteur très intéressant.